Bonjour amis du rendez-vous de midi, heureuse d'être en votre compagnie ce midi. Découverte dans ce numéro, dans cette émission de l'activité de meunier qui, au lieu de se laisser mourir, se réinvente plutôt de jour en jour. On va en parler dans quelques instants. Bienvenue donc à tous. Voulez-vous procurer votre acte de naissance sécurisé? Eh bien, sachez que l'ANIP a dématérialisé ses services avec le lancement de son site web. Plus de longues files d'attente donc devant ses bureaux. Comment cela se passe-t-il? Quelle est la procédure à suivre? On en parle ce midi avec Adonis qui est déjà avec nous. Adonis, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien, on l'avait déjà évoqué ici, comme vous l'avez dit. C'est la dématérialisation. Oui, ça fait partie des différents services publics que le gouvernement a mis en place. Fini les longues files d'attente, fini les procédures interminables au niveau de l'ANIP. Vous pouvez maintenant, depuis chez vous, faire vos demandes dans les mairies et arrondissements, en plus de le faire aussi sur le site web. Vous pouvez avoir l'acte de naissance sécurisé, votre certificat d'identification personnelle, la carte d'identité biométrique et le duplicata du RAVIP. Pour ce faire, vous devez rendre à l'adresse iservice.anip.bj. Comme le voyez sur la vidéo, pour cela, vous devez d'abord créer un compte. Parce que la plupart des pièces que vous demandez sont des pièces personnelles, des pièces privées qui comportent vos données. Donc, il faut les sécuriser. Donc, vous devez créer votre compte en passant par la case inscription. Vous devez mentionner une adresse mail. On vous enverra un code qui vous permettra de créer un mot de passe. Dès que vous avez le compte, vous pouvez alors revenir pour faire vos demandes de pièces. Et il faut aussi rappeler que l'ANIP a revu aussi certains coûts. L'acte de naissance sécurisé, pour l'avoir, vous devez avoir une copie du récépissé RAVIP et une copie de l'acte de naissance. Et vous suivez la procédure sur le site web en uploadant, c'est-à-dire en transférant ces copies-là sur le site web. Et il coûte 1000 francs si c'est l'acte de naissance sécurisé. Donc vous allez demander, il vous aura demandé, est-ce que vous voulez le document par mail ou si vous voulez prendre le document de façon physique. Donc, à vous de voir ce qui vous arrange. Il en est de même aussi pour les autres pièces de l'ANIP, telles que le CIP, certificat d'identification personnelle, qui, au départ, était à 2800, il est maintenant à 1800. Pour l'avoir, vous devez avoir une copie de récépissé RAVIP, une copie de l'acte de naissance et l'attestation de résidence d'une facture ou la facture du SONEB et de la SBE. La carte d'identité nationale biométrique, le coût n'a pas changé. Vous pouvez toujours faire la demande à partir du site web. Tout ça là, c'est pour limiter les files d'attente au niveau observé de l'ANIP. On en voit pratiquement chaque matin en venant au service. Oui, mais la file a un peu diminué. Est-ce qu'on peut y retrouver toutes les pièces? Oui, toutes les pièces sont disponibles de façon dématérialisée. Ça vous permet, mais avant d'aller faire cette demande, assurez-vous d'avoir en version électronique les documents que vous devez ajouter, tels que la photo bijou, votre ancienne de naissance, un certificat d'identification personnelle, la de naissance sécurisée et autres pièces. Quelle est la durée? Ça sort combien de temps après? Ça dépend de s'il n'y a pas une affluence, vous pouvez l'avoir 24 heures ou 48 heures. Ouais, ça c'est pour avoir le CIP, le certificat d'identification personnelle, qui est plus facile à avoir, ou la de naissance sécurisée. Par contre, le certificat d'identité nationale, vous savez que vous ne pouvez pas l'avoir de façon numérique, mais vous pouvez faire la demande de façon numérique et dès que ce sera prêt, on va vous inviter à la chercher. Tu as déjà essayé? Non, j'avais déjà eu ma carte de façon physique. J'ai dû faire le long rang. Ben, en ces temps, on se demande pourquoi le coût sur ce site n'est pas pareil que les coûts de l'autre côté sur le site du gouvernement. Le coût est le même. Le coût a été revu. L'ANIP a décidé face à la forte affluence et aux demandes des différents du public de revoir à la baisse le prix du certificat d'identification personnelle qui est utilisé depuis peu dans l'enregistrement des grossesses et des fiches de naissance. Pendant un bon moment, on s'est demandé qu'est-ce que les hommes faisaient de l'autre côté. Finalement, on a compris. Vous devez vous faire enregistrer, bien sûr. Oui, pour enregistrer notre progéniture qui vous est aussi favorable. Merci à toi. C'est moi. Alors, à présent, les informations avec Herman Améga. On va parler musique, on va parler coiffure homme-femme. C'est quoi? Herman, bonjour.
Bonjour Mylène, bonjour Adonis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Naturellement. Allez, je vais essayer d'ajuster un peu mon siège. Donc voilà. Pourquoi c'est un mot particulier pour l'alopécie? Parce que ce sujet, il revient la deuxième fois, je crois. Oui, enfin on l'a préparé, mais on l'a jamais pu Et faire tu passer. tiens, bien sûr. Tiens. Comment vas-tu? Très bien, merci, ça va. Alors, on parle d'abord musique. Tu nous parles du rappeur ivoirien Dibibé qui chante en fond dans son nouveau single, ce qui rend fier les mélomanes béninois. Oui, alors qu'il vient tout juste de signer dans le label du Duc de Boulogne, c'est bien sûr Booba. Didi B, le rappeur ivoirien du célèbre groupe Kif No Beat, a sorti un nouveau single, Big Boss, un morceau dans lequel il bat quelques mesures en langue fongwe. Didi B, un ivoirien qui chante en fond, forcément, ça attise la curiosité. L'inspiration lui vient d'où? Pourquoi ce choix? Pourquoi le fond? Didi B, bah forcément il va falloir le lui demander parce que je n'ai pas été en studio avec C'est lui. notre informateur. Je connais pas vraiment les rouages de... Mais après, c'est que selon certaines indiscrétions, Didi B a quand même des acquaintances avec le Bénin. Il aurait une compagne qui serait originaire donc, du Bénin. Donc forcément, le lien s'est créé après. Il connaît très bien le Bénin aussi. Donc il y est venu plusieurs fois déjà, seul ou avec les Kif No Beat où ils ont eu à faire des concerts. Donc certainement qu'entre-temps quelque chose s'est passé pour qu'il puisse se décider de glisser une partie de fond dans sa musique, peut-être pour faire honneur à sa compagne. À sa compagne. C'est d'ailleurs, je ne dirais pas le meilleur moyen, mais l'un des moyens pour facilement apprendre une langue. Absolument. Et Adonis, la musique, Dibibé, non, ça ne te dit rien? Pas trop, pas tellement. On espère quand même que ça va prendre, hein, comme le Yoruba un peu partout, même aux États-Unis si possible, un rappeur qui rappe en fond. Pourquoi oui, pas? La langue n'a jamais été, en tout cas à mon sens, ne saurait constituer une barrière pour la musique. Parce que la musique, d'abord, c'est un langage universel. Et quand on vous parle de la road music, vous-même, vous comprenez déjà qu'on n'a pas besoin forcément de comprendre le message. Mais lorsque vous voyez le rythme, ça peut vous inspirer tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, Jérusalem de Nom Sebo est en train de faire le tour en Afrique comme en Europe, en Australie, en Océanie, partout. Le Jérusalem Challenge même est devenu viral sur la toile, en tout cas à un moment donné. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde comprend la langue zoulou. Donc je ne sais pas si l'un d'entre nous peut même dire bonjour. Mais on se plaît à écouter la chanson, on se plaît même à faire quelques pas, à esquisser quelques pas dedans sur le morceau, sans forcément comprendre le contenu. On a peut-être une idée de ce que dit la chanson, mais on ne comprend pas. Quand Youssou N'Dour chante le Mbala, enfin, il crée son Mbala et tout le reste, et qu'il chante en Wolof et en langue, on ne comprend pas forcément. Mais quand ça les Nigérians, passe. Ça passe. Quand les Nigérians, le Yoruba, l'anglais, en l'anglais un peu le brokin, comme il appelle l'anglais dilué, ça passe. Et ça conquiert les cœurs, ça traverse les frontières. Donc voilà, Angélique qui joue aussi par le passé, ou du moins jusqu'à présent d'ailleurs, Elle chante toujours en fond. en fond, en Yoruba, dans toutes les langues. Elle a chanté même le morceau de Myriam Makeba. Donc la langue n'est pas une barrière. Lorsque votre produit il est vendable, je crois que franchement ça va pouvoir percer. Et on continue de parler musique. On évoque à présent le Ghana, deuxième patrie de l'afrobeat, qui est dans les pas du Nigeria. Oui, l'afrobeat d'Afrique de l'Ouest a conquis le monde entier, vous le savez, ces dernières années, avec les collaborations d'artistes locaux avec des stars comme Drake ou Beyoncé. Ce genre musical est né et a explosé au Nigeria, mais le Ghana est aujourd'hui devenu la deuxième patrie de l'afrobeat grâce notamment à Stone Boys. Regarde. C'est l'un des rois de l'afrobeat ghanéen, une star dans son pays et bien au-delà. Sa musique aux rythmiques contagieuses s'exporte dans le monde entier. Ma musique, ce n'est pas que de la musique traditionnelle. C'est un mélange de musique traditionnelle et de choses auxquelles un étranger peut s'identifier.
L'Afrobeats avec un S n'a rien à voir avec l'Afrobeat sans S de Fela Kuti. On l'appelle aussi parfois Afropop et une chose est sûre, elle fait danser dans les rues d'Accra. Grâce notamment à Stonebwoy, Sarkodie ou Shatta Wale qui a fait un tube avec Beyoncé, le Ghana rivalise aujourd'hui avec le Nigeria. Sa musique afrobeat se distingue de sa grande sœur nigériane par la place qui occupe la highlife, un genre apparu dans le Ghana colonisé du début du 19e siècle en adaptant les rythmes traditionnels du peuple Ashanti aux instruments apportés par les colons. J'ai intégré beaucoup de mélodies highlife dans mes chansons. La highlife, c'est une base très solide. La scène musicale ghanéenne est aujourd'hui bouillonnante et de jeunes talents ne demandent qu'à exploser grâce à Internet qui abolit les frontières. 5 dernières années, l'Afrobeats a pris une ampleur considérable, surtout en Amérique et à Londres, parce que la diaspora est là. Il y a de grandes communautés ouest-africaines. La musique ghanéenne se distingue parce que je pense qu'elle est plus complexe et plus avancée que les autres musiques de certaines régions d'Afrique. Quand on arrive en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de polyrythmie, beaucoup de groove. Une richesse qui n'a pas échappé au géant américain Sony Music. Le label est venu récemment faire du repérage au Ghana. Bien sûr. Sony Music est venu faire récemment un repérage au Ghana pour voir, parce que vous le savez, c'est vrai que le carrefour un peu de la musique, on va dire en Afrique de l'Ouest, c'est devenu la Côte d'Ivoire. Il y a les grosses industries, les grosses écuries. Le Nigeria aussi. Oui, le Nigeria aussi, mais la Côte d'Ivoire un peu plus, Abidjan un peu plus, parce qu'il y a les grosses... il y a pas forcément ça, pas que la Belgique, mais c'est qu'il y a aujourd'hui de grosses écuries qui sont en train de s'installer, notamment le label des Toufan. Je suis entre Universal Music Afrique, qui s'est installé donc en Côte d'Ivoire. Vous avez Youssoupha, le rappeur franco-congolais, qui est aujourd'hui a installé sa base à Abidjan. Donc c'est vraiment, il a le label qui est en France pour Maillé Musique, mais il reste quand même une grosse pointure de la musique urbaine mondiale. Donc aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest vraiment est devenue le carrefour de la musique, et de plus en plus les écuries sont en train de s'intéresser au-delà du Nigeria, où l'afrobeat est quasiment quasiment la tendance. Il y a aussi le Ghana, dont on ne parle pas assez peut-être, mais qui quand même est en train de faire ses petits pas. On a vu par le passé Sarkodie qui nous a quand même gratifié de quelques morceaux. On voit aujourd'hui Stonebwoy qui est aujourd'hui également en train de véritablement percer. Donc tout comme le Nigeria, le Ghana, un autre pays francophone anglophone est en train de monter sur la scène musicale avec l'afrobeat. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus le coupé décalé et de la musique urbaine. Donc voilà. Au Bénin, des artistes enfants? Oui, au Bénin, la vague de l'afrobeat a aussi gagné le Bénin. Et donc on essaie, parce que l'afrobeat aussi c'est ça, c'est un mélange de musique urbaine, mais également du terroir. Donc lorsque vous arrivez à trouver le mélange parfait, ça marche. Donc beaucoup d'artistes sont en train de rentrer dans le style musical de l'afrobeat. Vous avez un rappeur par exemple comme Vano Baby, qui au départ c'était du rap pur et dur, un peu dit qu'il faisait du hardcore. Mais aujourd'hui, c'est que progressivement, il est en train de glisser dans l'afrobeat avec beaucoup plus de mélodies dans ses textes, beaucoup plus de mélodies dans son flow. Vous prenez par exemple son dernier morceau qu'il a effectué, Ntouélé, c'est beaucoup plus de la mélodie. Et donc, quelque part, ça gagne, on va dire, progressivement toutes les autres régions périphériques. Et on parle à présent de l'alopécie, le côté sombre des coiffures des dames. Oui, en Afrique et dans différentes parties du monde, les femmes optent souvent pour des coiffures les aidant à porter des cheveux plus longs. Mais plusieurs d'entre elles sont souvent trop serrées ou collées directement sur le cuir chevelu, ce qui provoque la perte de leurs cheveux. L'alopécie de traction est un vrai problème qui parfois n'a malheureusement pas de solution. Regardez ce sujet. L'industrie capillaire.
des affaires en plein essor dans le monde entier, en particulier ici, en Afrique. Mais dans leur quête pour avoir plus de cheveux, certaines femmes perdent le peu qu'elles ont déjà. Je suis ici à Lagos pour rencontrer des femmes qui ont tout vu en matière de perte de cheveux. Une des principales causes de la perte de cheveux chez les Africaines est l'alopécie de traction. Elle se produit lorsque les cheveux sont tirés avec force par des tresses, des tissages et autres coiffures qui provoquent une tension sur le cuir chevelu. Et pour certaines, comme cette femme qui ne veut pas être identifiée, le problème peut être embarrassant. J'ai fait beaucoup de choses à mes cheveux en grandissant, comme coller ou coudre des tissages. J'ai fait des minuscules tresses qui enlèvent tout simplement les cheveux depuis la racine. J'appelle ça un peigne chauffant. On l'utilise pour lisser les cheveux frisés. Vous savez, parfois, vous voulez sortir et les cheveux au bord du front sont crépus et forment comme une couche. Vous mettez une noisette de produit chimique juste pendant 5 minutes pour les lisser et les rincer. Vous savez, après le produit chimique brûle et la chaleur qui vient du fer fait peler le cuir chevelu. Alors, j'ai commencé à devenir chauve et je n'arrêtais pas de gratter mon cuir chevelu. Les cheveux ne poussaient plus et ça m'inquiétait. Mais ici, c'est manquer de féminité que de se promener avec une tête sans cheveux. J'ai rencontré un groupe de femmes à Lagos pour discuter des différents soins capillaires pratiqués par les Africaines. Je suis coiffeuse depuis 1997. Et quand j'étais en apprentissage, on nous disait que les cheveux noirs étaient durs et que pour les coiffer, il fallait juste les défriser. C'est comme ça. Mis à part les défrisants, le collage peut aussi être responsable de la chute des cheveux. Chinwe a été témoin des dégâts que causent certaines colles sur le cuir chevelu d'une amie. La technique consiste à coller la perruque sur les cheveux pour la porter comme une casquette. Mais quand elle a enlevé la perruque, tous ses cheveux avaient disparu. Non, le problème c'est que vous avez des femmes avec des cheveux qui utilisent cette technique qui était destinée aux femmes sans cheveux. Alors que se passe-t-il ensuite? Eh bien, elles n'auront plus de cheveux. La première chose que vous devriez faire quand vous avez un problème de perte de cheveux est d'examiner vos follicules pileux. Sont-ils récupérables? Sont-ils actifs? Parce qu'une fois que quelque chose est mort, c'est fini. Il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire à ce sujet, à moins d'opter pour la voie chirurgicale et de subir une greffe de cheveux. J'ai parlé à un chirurgien spécialisé en transplantation capillaire pour en savoir plus sur la procédure. C'est commun ici en Afrique, l'alopécie de traction. Elle est courante à cause des pratiques dans lesquelles les femmes s'impliquent. Tresses serrées, tissages serrés, ce sont des choses que les femmes ont faites au fil des ans. Donc lorsqu'elles arrivent avec un problème et qu'elles viennent vers moi dans l'espoir d'obtenir une solution, ma préoccupation réelle est « j'espère que je peux régler le problème de cette femme ». Il y a parfois des problèmes de perte de cheveux et je sais que je ne peux pas les régler, c'est impossible. Et ça fait vraiment mal quand je sais que je ne peux rien faire pour soigner leurs cheveux. Ça fait vraiment mal. Les experts recommandent une période de repos entre les coiffures où les cheveux ne sont pas manipulés. Cependant, en cas de chute extrême, une greffe de cheveux peut être recommandée. La beauté n'a certainement pas besoin d'être associée à la douleur. Un jus de pomme, c'est bien fait aussi. Ouais, pourquoi pas. C'est assez intéressant pour sanctuariser ou célébrer un peu les cheveux naturels parce que c'est vraiment la denrée rare aujourd'hui. C'est vrai que même s'il y a on a cette tendance-là. Oui, même s'il y a la tendance qui est aujourd'hui aux cheveux nappis, où de plus en plus de jeunes filles s'intéressent aux cheveux naturels, gardent leurs cheveux naturels. Il y en a quand même qui a la grosse majorité qui continuent d'ajouter des défrisants, les extensions, tout ce que vous savez, tous ces artifices qui sont trouvés aujourd'hui pour maintenir la beauté intacte, mais qui malheureusement détruit le cuir chevelu et qui met en difficulté le look capillaire de ces charmantes dames que vous voyez avec une perruque sur la tête. Mais dès que la perruque est enlevée, c'est qu'il y a un tunnel
une autoroute. Pas toujours. Pas toujours, mais bien souvent. Et ça varie en fonction de la personne. Hein. Tu as beau te tresser durant toute ta vie, tu peux ne pas avoir l'alopécie, tu peux ne pas voir tes cheveux chuter, bien sûr. Oui, ce n'est pas systématique, mais cela commence par intervenir lorsque vous vous tressez de façon déjà répétitive et qu'à chaque fois, on fait une traction, c'est-à-dire on exerce une force sur les cheveux, surtout les cheveux de devant. On sait que c'est assez fragile. Et donc, tu es informé? Non, mais ça se voit. Lorsque les cheveux de devant, c'est assez fragile. Et donc, lorsqu'à chaque fois, il faut les forcer, il faut exercer une forte pression sur ces cheveux-là. À un moment donné, ça ne résiste plus et vous voyez que le devant commence par se dégarnir. Et c'est assez désagréable pour les dames surtout. Et les dames ont trouvé une solution pour ne pas en arriver là tout en se tressant. Qu'est-ce qu'elles font? Elles laissent juste le devant et puis on va le faire derrière. Oui. Adonis. Mais tout flip pour être belle et par la suite en pays, les conséquences, c'est aussi quelque chose que la femme doit analyser. Il est vrai que il existe beaucoup qui ne préfèrent pas les nappies, c'est pour ça qu'elles se penchent beaucoup plus vers les perruques. Donc tout dépend de ce que les femmes veulent. Dans un cas ou dans l'autre, il faut pouvoir simplement l'assumer. Forcément. Voilà. Merci Amand. On a pris note, on a pris des conseils, on va voir dans la suite quoi faire. Merci à toi. Donc c'est ce qu'il faut faire sur ta coiffure. D'accord, j'ai compris. C'est clair, le message s'est bien passé. On va à présent cultiver des fruits. On est dans la saison des fruits. Aujourd'hui, nous allons cultiver de l'orange. Assel, bonjour. Oui, Mylène, bonjour. Herman, bonjour. Adonis, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est le cultivateur qui est toujours bien habillé. Hein? Agriculteur moderne. Agriculteur moderne, bien sûr. Est-ce que tu peux aller au champ comme ça? Non. C'est pas la tenue adaptée pour aller au champ. Où sont les oranges? Il va se mettre en débardeur et puis aller cultiver notre jardin. Si, je tiens la roue avec Valère, bien sûr. Alors, ça se cultive comment? Bon, on va plutôt suivre cet élément pour en savoir davantage. Pour avoir les oranges, il faut garder à l'esprit qu'il faut partir des plantes greffées ou bien des plants greffés. Alors, c'est quoi le greffage? Le greffage est un processus qui consiste à mettre sur un porte-greffe une partie de plante qu'on a envie de voir émerger, de voir pousser. Et dans ce cas, le porte-greffe va vraiment être une plante très rustique et très résistante. Et dans la plus grande partie des cas, on utilise les citronniers à cause de leur résistance aux maladies, au vent et tout. Pour faire le greffage, il faut, agriculteur moderne, regarder sur la plante en production ou bien sur la plante en fructification, là où on va collecter des nœuds. Alors les nœuds, je vais vous montrer une partie de nœuds. Par exemple, regardez, c'est un nœud ça. Ou bien les yeux, ou bien l'œil, on appelle ça œil. Ici, cette partie-là, c'est l'œil. C'est l'œil de la plante. Donc, on va venir avec une lame, enlever l'œil et aller greffer sur le porte-greffe. On appelle ça le greffage. Vous regardez très bien, on appelle ça le greffage en fente. Il y a aussi une autre technique de greffage qu'on peut utiliser comme le greffage en écusson, le greffage en T. Il y a plusieurs techniques. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, sachez que pour avoir des orangers qui vont produire des oranges, il faut partir d'un porte-greffe qu'on élève ou bien qu'on entretient pendant 1 an. Et pour faire le greffage, le porte-greffe doit avoir la grosseur d'un crayon. Un crayon en bois, bien sûr, parce qu'il doit avoir des crayons en métaux ou bien en métal, je ne sais pas. Le porte-greffe doit avoir déjà la grosseur d'un crayon en bois avant de lancer le greffage. Et au niveau du greffage, au cours du greffage, il faut aller collecter les yeux ou bien l'œil sur les plantes en production. Et c'est les yeux là qu'on va greffer sur le porte-greffe. Maintenant, après avoir fait le greffage sur le porte-greffe, il faut enlever complètement les parties aériennes
pour ne pas entraîner un stress hydrique très poussé au niveau de la plante. Plus la plante a la feuille, plus la plante a de feuilles, plus la plante est stressée parce qu'elle va perdre beaucoup d'eau. Cette étape passée, il faut venir maintenant avec un fil plastique pour faire la ligature. La ligature consiste à attacher le greffon sur le porte-greffe, ce qui va créer une cicatrisation et va créer une hybridation des deux parties. Désormais, nous avons notre orangier Valencia qui va pousser sur le greffon, sur le porte-greffe citronnier. Lorsque vous avez fait le greffage, il faut attendre pendant 4 mois pour qu'il y ait une hybridation complète et concrète et sérieuse après d'aller au champ maintenant pour aller planter comme on plante les arbres au 1er juin du Bénin. Donc j'espère que vous avez tellement compris ce que je dis. C'est très simple le greffage. Vous avez un porte-greffe, un greffon que vous greffez sur le porte-greffe. Suivant la méthodologie à adopter, vous l'entretenez pendant 4 mois, vous venez au champ, vous plantez. Maintenant, vous savez que pour planter, il faut toujours apporter de la matière organique décomposée. Et dans le cas des agrumes, il faut apporter beaucoup d'eau et beaucoup de bouse de vache décomposée ou séchée. Oui, Mylène, vous l'aurez compris, il a parlé de cette variété d'orange-là, la Valencia. Je vais faire un petit commentaire. Il faut dire qu'une petite historique sur cette variété d'orange-là, c'est apparu, enfin ça a été cultivé pour la première fois au XVIIIe siècle par un prêtre dans une ville de l'Espagne, la Valence. C'est justement là que l'histoire de... Le nom vient. Voilà, ça vient de la Valence, une ville de l'Espagne. Et il faut attendre le 19e siècle pour que ça se répande un peu partout dans le monde. Et à Levante, une autre ville de l'Espagne également. Voilà. Et ce que nous consommons généralement ici, déjà c'est quoi le nom? Bon, c'est de l'orange. Hein. Bon, est-ce qu'il y a une précision? Sauf que, bon, il faut dire qu'il y a plusieurs variétés. Il y a la clémentine, il y a le citronnier, il y a la mandarine également. Il y a même le pénaple. C'est une autre variété de l'orange. Donc, nous, la variété qu'on consomme, Valère l'a dit, c'est la Valencia parce que c'est sucré et c'est très agréable. Tous les oranges ne sont pas sucrés, on en a il y a acide. Oui, il y a des oranges qui ne sont pas toujours sucrées. Certainement, voilà, ce sont... Ça a un goût amer parfois. Oui. C'est quand même bizarre dans la bouche. Oui, elles n'ont pas forcément les mêmes propriétés. Donc, n'étant certainement pas de la même famille, elles n'ont forcément pas du coup la même succulence. Donc voilà, je crois qu'on utilise plus. Orange, je ne m'y connais pas vraiment. Je prends tout ce que je trouve. Après aussi, il faut dire que l'orange n'est pas mon fruit préféré. Je suis plus papaye, ananas, banane, oui, aussi également. Mais l'orange, c'est pas vraiment mon préféré. Ça te donne des allergies? Non, rien du tout, mais juste pas mon préféré. Adonis? T'as pas le temps de presser, c'est trop de travail pour toi. Pas ça, pas du tout, pas du tout. Tu ne le prends pas sous une autre forme, la mandarine épulchée et découpée, c'est pas... En fait, j'aime pas trop. Je peux prendre par moment, mais j'aime pas trop, c'est pas mon coup de cœur, voilà. Adonis? Pour ces vertus, je consomme les oranges, mais je ne sais pas quelle variété, parce qu'il y en a, vous prenez, qui n'ont même pas de jus. Et qui ont de chair. Il y en a qui ont assez de jus, mais quand vous prenez la chair à l'intérieur, elle est amère et autres. Donc, tu comprends même pas. Voilà. Là, je me demande si c'est parce que quand on avait planté, on n'avait pas arrosé, que l'orange est devenu... toi aussi, c'est trop facile ça. Si on ne l'arrosait pas, d'abord, elle ne va même pas suivre. Donc la plante n'allait pas suivre. Il y a des oranges qui poussent sans comme ça, dans certains milieux qui n'y a pas l'eau. T'as même pas besoin de l'arroser, la nature s'en charge. Naturellement. Ouais. Ça dépend dans quelle période tu plantes ton oranger et que tu suis régulièrement. C'est ça en fait, c'est important. C'est
Il faut suivre, en fait, quand vous mettez quelque chose sous terre, il faut forcément suivre. Il y a un suivi qui doit être fait. Sans le suivi, c'est pas évident que vous ayez le résultat. C'est comme un enfant. Quand vous mettez un enfant, que vous ne le suivez pas à l'école ou à la maison, il n'aura pas une bonne éducation. Et c'est vous, parents, tuteurs, qui allez récolter. Quelles sont les vertus? Il y en a autant, hein. C'est riche. Quand vous prenez l'orange, le jus surtout, c'est riche en glucides, en lipides, ça contient du zinc, du fer et des protéines. La vitamine C également, la vitamine B1, B6 et B3, la vitamine K également. Il y a beaucoup de nutriments dedans, c'est beaucoup nutritif. C'est nutritif en fait, surtout pour les enfants. Je devine que tu en consommes suffisamment. Bon, pas moment. Pas moment. J'ai eu le temps de faire mes petites recherches. C'est un accélérateur. Qu'est-ce qui est un accélérateur? Il a compris déjà. L'orange. Quand vous avez certains problèmes digestifs, quand vous prenez de l'orange, ça vous permet forcément d'aller à la selle. Voilà. Est-ce qu'il faut le prendre avant le repas ou après le repas? Bon, ça dépend. D'autres le prennent avant le repas, d'autres le prennent après le repas. Les fruits sont conseillés avant le repas. Avant le repas. Peu importe le fruit, hein, bien sûr. Selon les nutritionnistes, selon les médecins, c'est toujours conseillé de prendre les fruits avant le repas parce que cela a le temps en fait de suivre le processus normal de digestion et vous avez plus, vous en tirez plus de profit qu'après le repas parce qu'après le repas, vous voyez l'estomac il est déjà bien rempli et donc vous tirez moins de nutriments que vous devriez en tirer parce que cela s'assimile au processus de digestion du repas déjà en place et donc vous perdez beaucoup de nutriments que vous aurez peut-être dû en tirer si vous l'avez pris avant le repas ou à jeun. Alors, il faut noter également que dans le jus de l'orange, il y a ces pépilles-là qui, c'est une recette de grand-mère. Quand vous l'écrasez et que vous l'avaliez, ça guérit beaucoup. C'est amer. C'est très amer, très amer. C'est d'ailleurs pour ça que les gens n'en prennent pas. Mais c'est une recette de grand-mère, ça guérit pas mal de maux. Tu n'as jamais essayé non plus? Moi, on t'en a parlé, maman t'en a parlé à la maison. Ma grand-mère m'en a parlé. Tu partages avec nous. Ouais. Ça peut se cultiver dans un jardin à la maison, dans un pot? Bon, dans un pot, non. Bon, vous pouvez peut-être le mettre dans le pot, mais après, il va falloir le sortir du pot et aller dans un espace un peu plus grand pour que ça puisse s'épanouir. Parce que vous avez vu dans l'élément, les branches sont bien longues, les feuilles sont bien vertes. Et il faut forcément que ça occupe beaucoup d'espace. Merci à toi. Merci Mylène. On va parler d'un autre fruit, puisque c'est la saison des fruits sur le rendez-vous de midi. Pourquoi pas? Je garde de suspense. Mais c'est trop proche des oranges. Je garde de suspense. Tu es prévenu de venir avec le fruit prochainement. Oui. On le prévient chaque jeudi, mais à chaque fois, il vient toujours les mains vides. Ça ne sert à rien finalement. Bon, promis, cette fois-ci. Vous l'aurez jeudi prochain. Alors, dans Référence, ce midi, on découvre une activité qui se modernise de jour en jour. On découvre un monsieur qui fait des farines, toutes sortes de farines. On sait que tu aimes la bouillie, Herman. Tu adores la bouillie. On en a déjà parlé sur ce plateau, n'est-ce pas? Adonis aussi, il ne dira pas non. Alors, il le livre chez vous, quand vous le voulez et comment vous le voulez. On le découvre. Bonjour. Bonjour, madame. C'est Monsieur Chocmont-Landry Oswald, c'est bien ça? Monsieur Landry Oswald Chocmont. Comment vous allez? Ça va très bien. La pleine forme? Ça va, on rend grâce à Dieu. Pourquoi vous avez choisi d'entreprendre? Voilà. Nous avons choisi d'entreprendre tout simplement parce que dans un premier temps, on nous a toujours parlé du bien fondé d'entreprendre, que ça fait du bien. Et nous avons travaillé avec des entrepreneurs, nous avons vu comment faire. Ensuite, il faut reconnaître que nous sommes tombés dans notre opportunité qui nous a permis d'entreprendre et qui répond également à une passion que nous avons, la passion de servir les autres. Voilà. Et vous avez commencé depuis combien de temps déjà? Je dirais que nous avons commencé il n'y a pas longtemps en ce qui concerne la nouvelle prestation que nous avons ajoutée, mais le moulin existait déjà depuis très longtemps chez nous. Et donc, il y a de cela 2 ans que la prestation a commencé,
Mais nous avons vulgarisé depuis l'année dernière. Voilà. L'idée vous vient d'où? L'idée nous vient tout simplement du fait que nous-mêmes nous avons abordé le métier de meunier. Est-ce que vous voyez? Et le fait que nous voyons les usagers venir, et étant donné que nous sommes également intellectuels, nous nous sommes dit, il ne faudrait pas que nous faisons exactement comme les autres. Il faudrait que nous ajoutons une touche particulière. Et c'est ça qui explique désormais la livraison à domicile, ajoutée avec d'autres prestations qui sont la production du maouet et autres. Tu as déjà tout petit, tu n'as jamais été... Tu sais déjà ce que je veux dire. C'est pénible, personne n'aime le faire. Quand j'étais petite, moi je n'aimais pas. C'est très très pénible. Moi, j'aimais d'ailleurs pas aller dans un moulin parce que non seulement je ne supportais pas le bruit, c'était beaucoup trop fort pour moi et quand vous y allez, vous revenez toujours sale. C'est une corvée, il va falloir que vous enleviez tous vos vêtements, vous laviez, c'est une pénible. Il faut encourager M. Tchoukmon qui... Merci. Est-ce que, moi je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu une formation entrepreneuriale avant de vous y lancer? Je dirais non. Je dirais non. Vous avez vu votre père le faire ou quelqu'un, parce que tout à l'heure vous disiez que le moulin était chez vous, c'était moi quelqu'un le faisait. Justement, j'étais propriétaire du moulin et donc j'avais engagé des employés meuniers qui le faisaient. Donc du coup, je voyais le faire également. Est-ce que vous voyez? Et donc, à cause de leur comportement, nous étions obligés de fermer le moulin. Et c'est lorsque j'ai terminé mon contrat, puisque j'étais assistant ressources humaines récemment, j'étais dans un poste d'assistant ressources humaines, et lorsque j'ai terminé mon contrat, je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aborde le moulin? Et donc c'est cela faisant, petit à petit, que j'ai eu la maîtrise, et ensuite, je crois que ça va très bien maintenant dans ce que je fais. Avant de te retourne la question, je te renvoie à la même question. Tu as déjà trimballé des seaux de maïs ou de sorgho jusqu'au moulin? Ou presque, on l'a fait plus d'une fois. On est dans une culture où l'aliment de base reste la pâte. Et donc, à un moment donné de notre existence, en tout cas quand on était gamin, on trimballait le seau de ou en bassine, maïs. Hein. Quand c'est en bassine, c'est pire. Là, c'est sur ta tête, obligatoirement. La farine va te brûler. Oui, parce que c'est le seau de maïs qui sort donc par moment, et très souvent d'ailleurs, pour qu'on aille au moulin écraser le maïs, tu assistes parfois le beunier, tu deviens assistant beunier à l'occasion. Quand tu deviens tout blanc. Tu deviens tout blanc. Quand tu finis, tu es obligé d'éventrer la farine pour permettre à ce que la vapeur puisse libérer, pour libérer un peu la vapeur, pour que cela soit moins chaud. Après, tu le fous sur ta tête, tu traverses tout le quartier, et puis bon, ça y est, sous le regard de tes potes du quartier. Et si accidentellement tu te la joues encore les Lionel Messi, c'est que la farine risque de se renverser et bonjour les punitions à la maison. Donc en fait quand on voit tout, ça peut faire rire en fait, ça fait d'ailleurs rire quand on s'y penche, quand on essaie de faire le film dans sa tête, on se dit mais qu'est-ce qu'on est, mais on a été exploité. Et donc aujourd'hui c'est que le besoin est là. Le besoin est là d'autant plus que soit vous avez des familles monoparentales, soit vous avez des familles où tout le monde travaille, papa travaille, maman travaille, les enfants vont à l'école. Donc, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui puisse s'occuper de ça. Et je ne nous vois pas installer un moulin à la maison, démarrer à temps et à contre-temps. Ça n'a aucun sens. Et donc, qu'il y ait une structure qui propose ces services à grande échelle, je trouve que l'idée est waouh, je dirais. Parce que ce n'est pas comme la tomate ou d'autres, je vais dire, d'autres ingrédients où on peut dire, ok, j'ai ma petite moulinette à la maison avec tout le bruit que ça fait, mais c'est pas grave. Ce n'est qu'une petite moulinette pour quelques personnes pour faire la sauce. C'est déjà quand c'est pas en pleine forme que ça fait un peu trop de bruit. Donc disais-je, pour une activité pareille, je crois qu'une structure formelle qui s'y lance,
il faut avoir le sens entrepreneurial assez aigu pour aller dénicher. Et vous avez pu flairer, comme on le dit, la bonne affaire. Reste à savoir si cela a été structuré comme cela se doit, parce que ça va avec son lot d'inconfort. Il faut être tout blanc. Est-ce que vous avez pu acheter des combinaisons? Est-ce que vous êtes en train véritablement de moderniser, de donner cette touche nouvelle qui, justement, évidemment, vous donne le titre de meunier moderne? Exactement. Merci, monsieur Armand, je crois. Oui, nous sommes lancés dedans et vu que nous devons moderniser, nous sommes en train de le faire exactement comme vous l'avez dit. Nous avons notre combinaison. Vous savez, la farine, c'est la poussière. Et donc, il faut se protéger les narines, il faut se protéger également les yeux et il faut avoir une combinaison qui puisse quand même vous permettre de sortir sans être forcément sale. Donc, c'est ainsi que ça se présente. Nous avons également installé une plateforme qui nous permet de faire les autres fabrications de Mawé, la farine de maïs Dakassa, la farine de Dakassa et également le guipon et les autres. Donc, c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Vous êtes toute une équipe, vous ne travaillez pas seul, bien sûr. Bien évidemment que je ne travaille pas tout seul. Je travaille avec mon épouse, avec une sœur en crise et ma mère. C'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale. Vous avez connu des difficultés? Si, la difficulté, on en connaît toujours. Vous savez, quand on démarre quelque chose, vous êtes seul. Les autres ne croient pas en vous. Et on vous voit aller loin avant de commencer par essayer de comprendre ce que vous faites pour vous apporter peut-être leur aide. Mais ce que nous vivons, particulièrement dans ce métier de meunier, c'est que vous êtes dénigré, vous êtes méprisé. On a toujours considéré ce métier comme un vil métier, un métier dont... Pourtant, on en a besoin. Pourtant, pour celui-là qui... boire de la bouillie, le meunier est déjà passé par là. Donc, quasiment tout le monde en a besoin. Et donc, en dehors de ces difficultés, l'autre difficulté qu'on a, c'est qu'il faudrait que nous puissions quand même amener les gens à comprendre suffisamment qu'aujourd'hui, l'activité de meunier est modernisée et qu'ils n'ont plus besoin de se rendre au moulin. Il suffit seulement de commander. Vous savez, quand il parlait du regard social sur l'activité, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire, en fait, parce que il y a un célèbre écrivain français, Théophile Gautier, du 19e siècle, qui dit qu'il n'y a de plus beau que ce qui ne sert à rien. Et que le meilleur endroit d'une maison, ce sont les latrines. Ah, d'accord. Ce sont les latrines. Et lorsque vous voyez, en fait, tout ce qui nous sert vraiment, vous vous rendez compte que ce sont des choses à la limite dégoûtantes. Lorsque vos toilettes sont remplies à la maison, tout ça, ceux qui viennent faire le travail, lorsque vous vous dites, mais mon enfant ne fera jamais ça. Et pourtant, si lui, il ne le fait pas, c'est que vous ne pouvez peut-être pas vous laver le soir, parce que c'est rempli à la maison. Lorsque vous voyez ceux qui débouchent les égouts, les collecteurs d'eau, les carnivaux et tout, quand vous voyez ça, vous dites, mais jamais mon enfant ne fera jamais ça. Et pourtant, s'ils ne font pas, c'est que dès qu'il y a pluie, l'eau va stationner. Donc, pour moi, c'est qu'il faut faire fi du regard social. Ce que les autres en pensent, on s'en fout. Dès que vous avez votre vision et que vous pensez que c'est la meilleure, foncez tout droit, allez-y, croyez en vos projets, donnez-vous les moyens de réussir. Et au bout du compte, c'est que les gens se rendent compte que, mais écoute, mais tiens, c'est le même bonhomme qui était meunier là. Écoute, c'est lui qui a payé un véhicule A, mais il est en train de construire une maison. Parce que oui, dans notre entendement, la réussite sociale, c'est lorsque tu as un véhicule, c'est lorsque tu as une voiture, c'est que tu as une belle maison. Et donc, voilà, la réussite sociale, c'est cela. Et donc, au bout d'un moment, ils se rendent compte que ces personnes-là, méprisées, parce qu'il est peut-être meunier, parce qu'il est peut-être ci ou ça, à un moment donné, arrivent quand même à assouvir ses besoins. Donc, comme on le dit vulgairement, il n'y a pas de saut métier. Lorsque vous avez une idée et que vous pensez que c'est la meilleure, et vous, votre cas, c'est que vous êtes allé à l'école, vous avez eu des diplômes, et je suis certain que si au départ, quand ça a commencé, quand vous avez mis à l'école, vous dites à vos parents, je veux être meunier, on allait vous frapper. D'abord, on allait vous frapper sérieusement et proprement, parce qu'on ne peut pas concevoir dans l'absolu
qu'un enfant n'aspire pas à être médecin, à être douanier, à être journaliste, à être avocat, à être banquier et qu'il aspire à être meunier, ça n'a absolument aucun sens pour les parents, mais c'est qu'il faut déjà interroger la sociologie du milieu, il faut interroger les problèmes, parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est interroger la société et apporter des réponses à un problème qui se pose. Et lorsque vous trouvez la réponse, aujourd'hui, moi je ne doute pas que M. Chopin, voilà, que M. Chopin puisse je sais pas, s'épanouir pleinement et conquérir un marché, parce que c'est un véritable marché. Il y a ces fonctionnaires, il y a ces tas de personnes, mais alors là, ces tas de personnes qui... voyez par exemple... Généralement, on s'approvisionne au marché parce qu'il y a les bonnes dames du marché également qui en font, mais qui ne livrent pas, bien sûr, à la maison. Regardez par exemple les services de déplacement aujourd'hui, ou de chez soi. Non, pas les livreurs, de chez soi, on peut appeler un conducteur de taxi moto qui puisse vous chercher. Mais aujourd'hui, c'est devenu une tendance. C'est devenu une tendance. Donc, de plus en plus, on est en train de nous habituer à un système où, c'est-à-dire, le produit vient à soi. On ne se déplace plus vers le produit vient à soi. Et de plus en plus, je crois que, certainement, en raison de la mondialisation, on voit comment ça se fait ailleurs, de ce qu'on voit de l'étranger, mais également des contingences du moment qui nous obligent d'une façon ou d'une autre, parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai un agenda chargé, à recourir à des services où le produit vient à nous. Et de plus en plus, je crois que ça se propage et de telles initiatives, forcément, ça marche. Il faut les encourager. Quelle est votre stratégie marketing par rapport à votre clientèle, à vos clients? Comment vous faites? Comment vous gérez? Merci Madame Mylène. Au départ, on fonctionnaire de bouche à oreille. Mais maintenant, nous avons une page Facebook et c'est vraiment sur ça que nous communiquons. Et donc, c'est comme ça que nous sommes en train de... Alors, dites-nous, comment vous faites fonctionner votre moulin? C'est 24 heures sur 24 heures ou il y a une réglementation par rapport à ça, à cause du bruit, bien sûr? Il y a une réglementation. Nous fonctionnons de 8h à 12h30 et de 15h à 21h, rigoureusement. Et à partir de 17h, nous ne commençons pas à livrer. Et nos clientes qui, entre-temps, ont déjà certainement déposé leurs commandes la veille ou le jour de la livraison jusqu'à 11h déjà. Voilà. Non, nous vous encourageons. Merci beaucoup, madame. Vous avez déjà des clients sur ce plateau, dans l'équipe du rendez-vous de midi. Merci, déjà à votre gauche, en face de vous, juste à votre droite. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Ah bon, merci. C'est un plaisir. Assel, merci. Merci à Adonis. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve demain. Ciao, ciao.